L'unique. Chapitre 7. L'expérience partagée. Matin de printemps, le flou s'effrite sous l'effort, un chant lie les cœurs. Une visite impromptue de voisins amis empêche Irénée de poursuivre sa lecture. Tous, invités compris, le trouvent lointain, voire même absent, sans trop oser le lui dire, ni même l'évoquer entre eux. S'il pouvait lire dans ses pensées, il verrait qu'elles sont totalement absorbées par la rencontre récente d'Éonie et Ozypie. La plupart trouveraient alors tout à fait étrange qu'un livre puisse avoir un tel pouvoir. Quant à Irénée, il parvient à une seule reprise à s'emparer de son livre discrètement et à en lire quelques pages dans le grenier, prétextant une réparation difficile sur un parasol dont il avait lui-même tout aussi discrètement, alibi oblige, brisé 2 baleines. À partir de ce jour, la quête d'Ozypie trouva un second acteur passionné, prêt à s'engager dans tout projet susceptible d'approcher le supposé mystère. Éonie avait répondu au-delà des espérances de l'adolescent, y ajoutant ses propres questionnements de même nature, à propos notamment d'une hypothétique partie invisible du réel. Interrogations qui révélèrent à tous deux à quel point ils étaient proches depuis longtemps l'un de l'autre. C'est donc à deux qu'ils se mirent à dresser des plans au dos d'un vieux polycopier de mathématiques pour surprendre le réel et reproduire ce qu'Ozypie avait vécu seule jusqu'alors et que son amie désirait ardemment connaître elle aussi avec lui. Le professeur de sciences leur avait présenté en classe la méthode expérimentale et avait expliqué, bien que de façon assez brève, comment parvenir, en modifiant un à un les paramètres d'une situation, à isoler ceux qui y jouent un rôle déterminant, un peu comme un électricien qui cherche à localiser une panne de courant. C'est ainsi que les adolescents décidèrent de procéder. À 2 pas de l'immeuble d'Éonie, dans un long bloc inhabité, vieille construction en attente de démolition, ils trouvèrent l'endroit parfait pour effectuer leurs expériences. Civium, civium, civium. Lorsque sa famille avait déménagé dans la maison qu'ils occupaient à présent, Ozypie avait découvert, dans un ancien atelier, tout un lot de clés. Plusieurs centaines, de genres et de tailles très variées. Après les avoir essayées l'une après l'autre sur un grand nombre de portes de ce bâtiment abandonné, avec l'une d'elles, ils parvinrent à ouvrir l'accès à un petit local sans fenêtre qu'ils décidèrent de baptiser laboratoire. Chacun d'eux apporta petit à petit, au moyen de prélèvements discrets, des éléments de mobilier, chaises et tables pliantes, caisses en bois, ainsi que divers ustensiles indispensables à leur projet, autant qu'à leur confort. Lampes tempête, réchauds de camping à gaz, éléments de vaisselle, quelques provisions de bouche. Lorsque leur laboratoire fut enfin prêt, ils purent se mettre à l'œuvre. Les 2 expérimentateurs en herbe commencèrent par éliminer les éléments qui leur semblaient ne pas avoir de rapport avec le phénomène, quitte à les réintroduire par la suite en cas d'insuccès. Ainsi, ils écartèrent de leur expérience le rasoir, la salle de bain et le moment de la journée, se concentrant sur le miroir et la vitesse de rotation du regard. Ozypie fixa comme objectif une expression qu'il avait retenue pour son côté paradoxal, se retourner assez vite pour se voir de profil. Le lendemain de l'inauguration des lieux, qu'ils avaient voulu solennel en l'accompagnant d'un fond de champagne escamoté chez lui par Ozypie, après avoir pris chacun chez soi son petit déjeuner, ils se retrouvèrent au laboratoire. Là, ils passèrent un quart d'heure, à tour de rôle, face à une petite glace à main qu'ils avaient suspendue à un clou sur un mur, à reproduire la fameuse scène d'Ozypie. L'adolescent rivalisa de rapidité avec son image, sans aucun effet, si ce n'est un début de torticolis. Éonie, quant à elle, l'imita de son mieux. Tous deux, tels qu'Objucola,
héros d'une bande dessinée capable de défier son ombre, s'efforçait de pivoter le plus vivement possible, afin de surprendre ce tremblement des choses auquel Ozipi avait assisté, une seule fois, et dont le souvenir se troublait au fil du temps. Car lorsqu'il puisait dans sa mémoire, essayant de retrouver la netteté de sa vision, les images mentales en rapport avec la scène du flou s'altéraient lentement, irrémédiablement, à la manière de celle de grands panneaux publicitaires au rafraîchissement rare dans les petits villages de campagne, qui se décolorent peu à peu sous le soleil, se déchirent au vent, deviennent, au fil des semaines, des œuvres d'art moderne totalement incompréhensibles, finissant par s'intégrer au paysage, tel le feuillage découpé et aléatoire d'arbres un peu étranges. Ainsi, cette impression initialement si forte qu'avait ressentie Ozipi était-elle devenue presque fade. Seule la raison du jeune adolescent, par l'utilisation de mots précis, notamment celui de flou, aidé des notes qu'il en avait prises, parvenait à restituer à son souvenir un peu de son intensité première. Le formel pouvait s'ancrer aux mots, les perceptions, elles, en étaient incapables. Éonie, de son côté, n'avait aucun de ces repères. Elle exécutait le mouvement comme elle voyait son camarade le faire, mais avec un peu moins de conviction, et donc sans davantage de succès. Ozipi sentait bien qu'il lui fallait absolument parvenir à un résultat, rapidement. Le risque d'un échec était double. L'effacement quasi définitif de sa mémoire, déjà le souvenir de sa vision, avait perdu beaucoup de son intensité, mais surtout le risque de voir l'ami qu'il était parvenu à rapprocher de lui commencer à douter des faits, ou pire encore, à douter de lui. Un instant, Ozipi crut avoir réussi. Sa vue avait été troublée, mais à bien y réfléchir, il dut reconnaître que seule la fatigue et une longue série de mouvements brusques de la tête étaient responsables d'un étourdissement somme toute naturel. Et si l'événement original avait la même explication? Ozipi, qui ne voulait pas y croire, les conséquences en seraient désastreuses, créa une petite diversion pour faire oublier un peu l'absence de tout résultat à la fin d'une heure de tourne-tête. « On fait un petit break ?» Éonii lui adressa son plus joli sourire. « En voilà une bonne idée. Qu'est-ce que tu proposes ?» Ozipi sortit de son sac un cake au raisin sec et une bouteille de cidre, glissa dans le lecteur de disques compact, discrètement soustrait à la chambre de sa sœur, elle n'écoutait plus que son smartphone, une cassette de Nezoni Migutsevoy, les chansons sentimentales de son premier disque. Si on se faisait un petit goûter en écoutant Nezoni, ce fut ainsi que s'acheva leur première tentative. Et le plaisir d'un moment passé ensemble parvint, ce jour-là, à effacer la déception d'une expérience ratée. Cette frustration, rétrospectivement, Irénée la partage un peu. Elle lui rappelle sa proposition, 10 années auparavant, faite à un designer très en vogue, spécialiste des lampes, ami d'un ami. Elle concernait le projet d'une lampe sans fil qui pourrait se recharger sur la base d'un téléphone, une prise de smartphone ou encore l'alimentation d'une bouilloire électrique. L'ami en question, au-delà du désintérêt pour ce qui est devenu de nos jours un produit très en vogue, la lampe nomade, avait trouvé l'idée ridicule et sans avenir. De même, un peu plus tard, un responsable d'une grande enseigne de matériel et d'équipements sportifs avait jugé stupide l'idée d'une tente ou d'un abri transparent, devenu très à la mode depuis que des restaurants utilisent de tels petits dômes à destination des couples qui veulent manger dans une intimité visible, même sous la pluie. Abri transparent très prisé des amis de la nature, qui apprécient de dormir à la belle étoile dans un cocon protecteur, sans être réveillés par le froid, au cœur de la nuit, ou la rosée du matin avant les premières lueurs de l'aube. Il se surprend, après l'évocation de ces déceptions, à dire, comme s'il s'adressait à l'auteur, «
Ozypie a peut-être mis le doigt sur une découverte scientifique de premier plan, mais seul Léonie peut le prendre au sérieux. Il pourrait, lui aussi, passer à côté d'un franc succès. Il s'arrête, troublé. Est-il en train de parler d'un personnage de fiction comme s'il était réel ? Ses regrets si vifs semblent se mêler aux pages du livre, comme si Ozypie était un écho de ses propres espoirs déçus. Kataek, 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 Kataek. Il entend des pas tout près de lui. Pour ne pas se faire voir avec son livre, il le pose sur une caisse. Sans qu'il l'ait voulu, le roman se trouve face à un vieux miroir fêlé. Au moment de sortir, Irénée aperçoit, dans la vitre, la silhouette de la couverture. Renversée, elle lui semble totalement différente. Il paraît sourire. Irénée sort de la poche de son jean son carnet embarqué et y aligne les mots que l'image vient de lui évoquer. Au sein des flots et dans son crâne, moins des crocs que de son sourire, le monstre guette.